quelqu'un dont nous avons beaucoup parlé lors de nos séances sur la situation sanitaire, sur le Covid, sur toutes les joyeusetés qui ont légèrement occupé le pays ces 2 dernières années. Et là, nous venons sur un sujet qui n'est pas beaucoup plus drôle, mais qui est d'autant plus important, qui est la condition psychique de nos populations. On a tous ce sentiment de fragilité, on a tous ce sentiment d'une société qui va un tout petit peu vers de plus en plus de maelstrom collectif. Et peut-être qu'il faut mettre des mots dessus. Et parmi les nouveaux intervenants à toute chose malheur est bon, que la crise Covid nous a permis d'entendre, je dois admettre que moi j'ai beaucoup apprécié vos réflexions et c'est l'un des seuls points positifs d'ailleurs de toute cette crise, c'est que ça a obligé un léger renouvellement de la parole. Et c'est ce qui fait votre invitation de ce soir. Donc, pour le peu d'entre vous qui ne la connaîtraient pas et qui seraient venus juste pour la beauté de l'invitation sur notre site internet, Marie-Estelle Dupont est psychologue clinicienne, elle est psychothérapeute. Elle a écrit plusieurs ouvrages, dont le dernier qui est sur la notion de mère abusive. Je crois que c'est votre dernier, celui-ci. Oui, c'est ça. Et je pense que beaucoup d'entre vous, vous l'avez entendu dans différentes prises de parole publiques, entre autres via certaines chaînes, pendant l'épisode covidique, et sa traînée de poudre, disons. Je vous remercie de nous faire le plaisir et le cadeau de votre présence. Merci à vous. Et je vous laisse commencer l'échange. Moi, je réapparaîtrai juste pour les questions avec la salle. Merci beaucoup. D'accord. Bonsoir à tous. Merci d'être venus pour cet échange autour d'un sujet un petit peu lourd, mais néanmoins utile, je crois. Le titre était « Le malaise psychologique dans la population » et donc je vous propose que nous partions du constat clinique et épidémiologique de la crise sanitaire pour passer ensuite à la question de l'effondrement psychologique et de la régression psychique collective qui est à l'œuvre selon moi depuis de nombreuses années avant le Covid. C'est-à-dire que pour moi le Covid n'est pas un point de départ mais plutôt l'aboutissement ou la flambée de quelque chose qui était possible, du fait de l'état psychique de nos concitoyens. Ensuite, on s'interrogera donc sur les ressorts peut-être aussi anthropologiques qui nous ont amenés à ça. Puis j'essaierai quand même de conclure avec quelque chose de positif parce que ça fait partie de mon boulot. Et je m'interrogerai sur la manière dont chacun à notre échelle on peut essayer de rester des hommes et des femmes debout. Voilà. Alors, l'état des lieux psychiques après la crise sanitaire, il est effectivement redoutablement alarmant. Et dans mon cabinet, j'ai pu constater dès le mois d'août 2020, donc 3 mois après le premier confinement, que non, ça n'allait pas du tout. Qu'on s'était raconté qu'après cette scène traumatique du confinement, parce que je crois qu'on peut désigner le 16 mars comme une scène traumatique et comme un psychotrauma collectif, on s'était raconté que tout redeviendrait comme avant et que les gens iraient bien et qu'ils recouvriraient leurs compétences sociales comme si de rien n'était. Il n'en est rien, d'autant qu'on est allé de confinement en couvre-feu et de couvre-feu en fermeture de classe. Et en réalité, dans mon cabinet, alors moi j'ai conjugué en fait le confinement avec un accouchement, ce qui m'a permis de constater l'état psychique des femmes aussi, qui accouchaient en étant privées du papa, et surtout pour les primipares, en fait, les femmes qui avaient leur premier enfant, c'était effectivement très violent de se retrouver avec le masque et privées du support familial. Donc en fait, à partir du mois d'août, j'observe le début de la dégringolade. Et en fait, la population va s'effondrer en partant des classes d'âge supérieures pour aller jusqu'au tout petit. Donc si on essaye de faire une fresque chronologique, en août 2020, les gens reviennent de vacances pas du tout ressourcés, pas du tout restaurés. On a déjà des burn-out. Je vois des burn-out chez les managers, des burn-out chez les journalistes, etc.
une vraie vague anxio-dépressive avec des troubles du sommeil, une recrudescence des addictions, de l'alcoolisme, du recours aux benzodiazépines et aux antidépresseurs. Et puis, moi, je suis au mois de septembre dans mon cabinet et je me fais la réflexion que, bien que n'étant pas médecin, je recommande à 6 fois plus de patients, 6 fois plus, l'hospitalisation, ce qui n'est quand même pas un outil que je sors très facilement, parce que je suis psychologue, je ne suis pas psychiatre. Et donc, j'ai 6 fois plus de patients à qui je suis obligée de proposer une hospitalisation. Notamment des jeunes qui ont décompensé des troubles du comportement alimentaire sévères pendant le confinement. Et puis le mois d'octobre arrive et là, les étudiants commencent à très mal se porter, à souffrir énormément du deuxième confinement, dont ils me diront qu'en fait, le premier, ça a été, il faisait beau, ils étaient avec des copains à la campagne, mais le deuxième, en fait, rappelez-vous, on a eu le couvre-feu. Et en fait, au-delà de la sémantique sur laquelle on reviendra, le couvre-feu avait ceci d'extrêmement pervers que pour tous les gens qui vivaient seuls ou qui étaient en télétravail, à l'heure où s'arrêtaient les visios, ils ne pouvaient même pas sortir faire les courses. Donc en fait, ils n'avaient même pas le contact humain minimum pour continuer à se sentir vivant. Donc comme en plus ceci est arrivé à une époque où on vit très mal la solitude, on n'était pas préparé à l'isolement. Donc les étudiants, à partir du mois d'octobre, se cassent la figure. On voit qu'il y a plus de la moitié des étudiants qui veulent arrêter leurs études. Beaucoup ont des idées suicidaires. Donc là, j'essaye d'alerter parce que j'avais lancé dès le mois d'août 2020 sur l'antenne de RTL la sonnette d'alarme sur l'état psychique de la population en essayant de rappeler aux instances gouvernementales que l'être humain ne se définissait pas par ses besoins caloriques. Comme je n'avais pas eu beaucoup d'écho, je me suis dit peut-être que si on parle des mineurs, on va avoir un petit sentiment de responsabilité qui va se réveiller. Mais en réalité, j'ai été rattrapée par la vague pédopsychiatrique. Les enfants préadolescents, entre 7 et 11 ans, ont commencé à vraiment s'effondrer à partir de début 2021. Et en février, on a eu... Alors, excusez-moi, je suis un petit peu enrouée, donc je vais souvent boire de l'eau. À partir de février 2021, en fait, le constat clinique que moi je fais dans mon cabinet, qui est un cabinet dans un bon quartier de Paris, où il y a quand même un environnement social porteur pour ces enfants normalement, recoupe exactement les chiffres de la PHP, des hospitalisations à Necker. À Necker, on a 600% d'augmentation des hospitalisations chez les enfants. À Robert Debré, on a le retour qu'il y a des défenestrations d'enfants entre 7 et 11 ans, qui est un âge où normalement en fait, la notion de suicide n'existe pas. 7-11 ans, normalement c'est la période de la vie on est le plus solide au sens où on n'est plus le tout petit bébé dépendant, on n'est pas encore dans la tempête de l'adolescence. Donc normalement entre 7 et 11 ans, quand l'enfant présente des symptômes psychologiques, c'est très labile et ça se résorbe très facilement. Il y a un conflit à l'école, papa et maman se séparent, voilà, mais avec 2-3 séances, les choses rentrent dans l'ordre parce que l'enfant est dans une sorte de parenthèse pulsionnelle entre la toute petite enfance et l'adolescence. Et en général, comme il est en train de développer ses compétences sociales, ses multiples activités lui donnent confiance en lui puisqu'il apprend à faire plein de choses. Alors là, évidemment, comme on lui a interdit de tout faire parce que sinon il va tuer papy et mamie, il commence à souffrir très sérieusement. Et puis en fait, ils ont le contre-coup. Quand les enfants voient que les parents vont mal, en fait, ils disent rien et ils se mettent en position de thérapeute et de sauveur. Donc ils ont pris sur eux, mais sauf que leurs ressources sont limitées et ils commencent à s'effondrer en février 2021. La Société française de pédiatrie va d'ailleurs publier un rapport en disant que ça va pas, qu'il faudrait quand même lever les mesures dans les écoles, etc. Évidemment, on n'a absolument aucun écho. Et puis, la population des tout-petits se met à aller mal. Et là, moi, j'encaisse le choc et je me dis, là, on a carrément pété les plombs. En fait, on a juste inversé les valeurs dans la société. Et on n'est même plus capable de protéger nos bébés. Donc ils présentent des troubles du langage, des retards de parole. Parce que quand vous mettez un bébé à la crèche à 8h30 du matin et qu'il en sort à 18h30 et que toute la journée il a été encadré par des adultes qui ont un masque,
on l'a juste privé du visage humain. Donc on lui a juste pas permis de s'humaniser. Donc il n'a pas le sourire. Donc il développe pas son empathie, puisque l'empathie c'est la capacité à identifier les émotions de l'autre. Il comprend pas que c'est la bouche qui parle. Il ne comprend pas que c'est la bouche qui parle. Mais quand je dis ça sur un plateau télé, on me dit « vous êtes sentimentaliste ». Je répète, il ne comprend pas que c'est la bouche qui parle. Donc là, moi, je parle avec des puéricultrices qui me disent « Bah oui, on a des retards de parole, ceux qui vont arriver en maternelle ne s'expriment pas, etc. » Sachant que normalement, un enfant de 2 ans et demi, qui est 2 ans et demi, qui a un développement normal, il est capable de compter jusqu'à 5, il a quand même un stock de vocabulaire qui lui permet de désigner toutes les parties de son corps. Et là, on a des enfants qui ne parlent pas. Donc, ils ne parlent pas, ils n'ont pas non plus d'accès aux émotions, ils n'ont pas d'accès au schéma corporel. Donc, moi, je vais me rapprocher de plusieurs collectifs, parce que j'ai la possibilité d'avoir une parole médiatique. Et en fait, on va créer l'Union pour la protection et la santé des enfants et faire des démarches pour prendre des mesures de protection des mineurs. Parce qu'on est tous complètement débordés, on a tous 6 mois d'attente dans les cabinets d'orthophonie et de psychologie. Cet empilement de la dégradation de la santé mentale des tranches d'âge devient, devient très préoccupante, parce que si vous voulez, les jeunes vont me dire exactement la même chose que les anciens, c'est-à-dire ma vie n'a plus de sens puisqu'on m'empêche de voir les gens que j'aime. Donc on nous a raconté que pour protéger les personnes âgées, il fallait les enfermer et les priver des gens avec qui elles ont des liens affectifs. Ça montre quand même que les gens qui prennent des décisions ont des petites lacunes anthropologiques, parce qu'un être humain vulnérable, la seule chose qui donne du sens à sa vie, ce sont les liens affectifs. Donc évidemment, on a des dépressions ce qu'on appelle des dépressions sans objet, et des syndromes de glissement, aussi bien chez les très jeunes que chez les personnes âgées. On a donc des décrochages scolaires, évidemment, des phobies sociales, des TOC, et alors moi, je me mets à avoir une transformation de ma pratique, puisque je reçois dans mon cabinet des enfants qui n'ont pas d'antécédents, qui n'auraient jamais dû arriver chez moi, mais qui s'évanouissent en cours de PS avec leur masque, qui vomissent de stress parce qu'il y a des humiliations liées au port du masque inadéquat en classe, qu'il y a des disputes entre les parents parce qu'il y en a un qui veut vacciner la grande mais pas la mère, etc. etc. Donc je me dis, le confinement a cassé les liens sociaux, la suite des mesures est en train de casser les liens familiaux, et la narration, le narratif autour de tout ça est en train de casser les liens psychiques et la capacité de penser chez les plus jeunes. Et je me rappelle d'une conférence que j'avais donnée à Stanislas où j'avais cité ce patient de 19 ans qui m'avait résumé les choses en me disant on a violé mon présent et on a volé mon avenir. Donc, d'une manière générale, oui, on constate bien un effondrement psychique. Et j'avais essayé d'expliquer à l'époque, sur un plateau de télévision, que pourtant l'être humain avait besoin de peu de choses pour aller bien. En fait, il a besoin d'avoir des repères. Ces repères ont été balayés, notamment les repères spatio-temporels des petits, pour qui c'était extrêmement perturbant de ne pas savoir s'ils iraient en classe le lendemain. Et je vous passe la panique des parents qui ne pouvaient pas aller bosser. L'être humain a besoin d'une deuxième chose, c'est le sentiment de contrôle sur sa propre existence, qui a été confisqué évidemment. La possibilité de se projeter, qui a été ratatinée dans une sorte de jour sans fin. Et puis l'être humain a besoin de sens. Et on a basculé dans l'absurde, puisqu'on a basculé dans une redéfinition de la vie réduite à sa définition calorique. Et qu'en fait, on a défini la santé comme un chiffre de circulation virale. Alors que même si on prend la définition de l'OMS, la santé reste quand même un état global de bien-être psychosocial et pas le fait de ne pas attraper le Covid. Et puis l'être humain a besoin de croire et de penser. Et ça, j'y reviendrai plus tard. Mais il est évident que la crise a mis une sorte de sens interdit sur la possibilité d'élaboration psychique, puisque toute personne qui pensait était suspectée en fait d'être subversive
et d'aller à l'encontre de ce qui était désigné comme le bien. Donc je fais avec nombre de mes confrères le constat d'une hébétude existentielle, d'une déshérence affective et d'un recul de la pulsion de vie avec une tentation de retour à l'homéostasie du rien, rester chez soi dans son canapé devant Netflix. Pas de désir, pas de projet, pas de joie. Une baisse de libido drastique chez les jeunes, ce qui est assez inquiétant. Et évidemment beaucoup de peur. En même temps, on les biberonne à la crise, donc les pauvres, c'est un peu compliqué de se projeter quand on leur dit que après la crise sanitaire, il y aura la crise écologique et la crise énergétique et la crise économique et que s'ils font un bébé, ils vont tuer un arbre. Donc j'ai tué pas mal d'arbres. Tant pis. Alors, pourquoi ça a été si dramatique ? Parce que je crois que même les cliniciens qui avaient encore un peu de bon sens et qui voyaient l'ampleur du psychotrauma, on ne peut pas dire qu'on avait imaginé à quel point ce serait dramatique. Alors qu'en fait on avait tous les outils pour le prévoir puisque ça survenait sur un terreau qui était celui déjà d'une régression psychique collective. En fait, en psychologie, en psychiatrie, en psychanalyse, dans tous les domaines de la psychologie, on décrit l'être humain et sa personnalité sur un gradient qui va du moins structuré au plus structuré, la personnalité saine, mature et étant la personnalité dite névrotique, c'est-à-dire une personnalité qui est à la fois capable de se différencier des autres, mais de s'adapter à un certain nombre d'exigences. Donc c'est une personnalité qui est dotée de ce qu'on appelle un surmoi, si on reprend le terme communément admis en psychanalyse. Et l'intérêt du concept de surmoi, même si on n'aime pas les psychanalystes, c'est que il permet de désigner un peu l'instance qui nous permet de négocier tous les jours entre nos besoins, nos désirs et les exigences du monde extérieur. Et donc il y a 100 ans, il y avait plein de névrosés, et c'était bien. Parce qu'ils avaient des mécanismes de traitement de l'angoisse et des exigences qui étaient nombreux. On pouvait intellectualiser, on pouvait différer un besoin, on pouvait sublimer un désir, on pouvait, bref, faire tout un tas de choses avec son imaginaire. Et puis, si vous allez un petit peu vers alors je vais prendre comme ça. Si vous êtes un petit peu moins structuré, vous rentrez dans tout le registre de ce qu'on appelle les états limites, c'est-à-dire les personnalités dites narcissiques. Alors les personnalités narcissiques, c'est... alors dans la version très pathologique, il y a le pervers narcissique, mais c'est les personnalités sociopathiques, psychopathiques, borderline, c'est-à-dire des gens qui, ayant une très grande intolérance à la frustration, n'arrivent pas à métaboliser leurs émotions. Donc, en général, d'un type de relation affective extrêmement violent, marqué par le tout ou rien. Souvent, en fait, un défaut d'empathie. Une dramatisation des émotions, mais un vrai défaut d'empathie. Et il y a 15 ans, je me rappelle que j'en parlais en 2006, juste après mon diplôme, avec une enseignante. Et elle me disait, mais qu'est-ce que vous allez faire, ta génération, de tous ces borderline ? Donc on avait une société qui était devenue une société narcissique, c'est-à-dire qu'avec le tout de suite, il est interdit d'interdire, il faut kiffer, il faut surtout pas être frustré, la récupération assez malsaine d'une forme de développement personnel qui devient une justification à faire ce qu'on veut quand on veut. On avait des gens en fait qui n'arrivaient plus à s'inscrire dans la durée. Et les réseaux sociaux, évidemment, ont énormément majoré ça et abîmé, en fait, l'image de soi et l'image de l'autre. Donc, on avait des gens addicts avec ce que Sami Ali appelle le banal. Sami Ali, il vient de mourir, c'est un grand penseur de la psychosomatique. C'était vraiment une de mes grandes sources d'inspiration dans ma pratique, parce que je travaille beaucoup en psychosomatique. Et déjà, il y a 60 ans, il y a 50 ans, il décrivait très bien le fait que l'homme moderne, en Occident, se racontait qu'il était de plus en plus libre et de plus en plus subjectif et de plus en plus original par des mécanismes qui, en fait, abrasent totalement la singularité et la subjectivité, puisque l'exigence de penser, d'imaginer et de sentir était devenue une exigence de faire, de performer,
de trouver de la reconnaissance dans le regard de l'autre, et finalement se leurrer dans des... Vous allez très bien comprendre si je ne suis pas claire avec l'exemple, se leurrer dans des comportements ultra conformistes en se racontant qu'il était hyper libre. Alors, exemple de ça, c'est la photo de la fille sur Instagram qui est dans la posture du lotus devant un coucher de soleil en Corse, avec écrit « Sois toi-même ». Feel free, en anglais bien sûr, #love. Et là, vous vous dites bienvenue dans le cercueil de la pensée. Un autre exemple de ça, c'est Andy Warhol, en fait, qui va être institutionnalisé comme l'artiste absolu, mais qui, en fait, nous offre une éternelle répétition du même. Et donc, une sorte d'éloge de la paresse de l'imaginaire. Donc, ce rétrécissement du champ de l'imaginaire, nous, on le voit en clinique, d'ailleurs, parce que du coup, ça appauvrit les psychothérapies, ça ratatine la pensée sur quelque chose de très concret et de très mimétique. Et l'individu a du mal, en fait, à sortir de ce côté grégaire où, quelque part, il substitue son imaginaire, il remplace l'imaginaire et la spiritualité par des comportements dont il se raconte qu'ils sont spirituels, mais qu'ils ne le sont pas, en fait, et qui sont très régressifs. Donc voilà, là, on a parlé un petit peu de la société narcissique. Et puis, si vous descendez encore sur l'échelle en fait, de la structuration psychique, donc là, on n'a déjà plus beaucoup de colonnes vertébrales. Et puis, l'étape d'après, c'est les structures psychotiques. Les structures psychotiques, ce sont des structures où la différence entre le moi et le monde extérieur est très poreuse. La frontière entre l'imaginaire et le réel est très poreuse, et ça, le métaverse a énormément aggravé ça. C'est-à-dire que les gens qui sont un peu fragiles ont aussi décompensé à cause des addictions au monde virtuel. Et puis, c'est un monde où on a recours, quand on se sent mal, non pas à la sublimation, non pas au refoulement, non pas à l'intellectualisation, mais à des mécanismes très archaïques de projection, de manichéisme, de passage à l'acte physique, etc., etc. Et malheureusement, on en a de plus en plus. Ce sont les structures, en fait, schizophrènes ou paranoïaques. Alors, dans certains extrémismes politiques, il y a plein de paranoïaques. Voilà. Pas décompensés, mais pas très loin. Je ne vise personne. Et donc voilà, on a cet effondrement en fait de l'homme contemporain qui se caractérise par un effacement des limites, une abolition des différences entre le public et le privé, une abolition des différences entre l'imaginaire et le réel, et puis une régression de deux choses, une régression de la pensée. Je pense que vous avez tous constaté à quel point les débats... Alors, il y a 15 ans, dans les repas de famille, on se foutait sur la gueule entre gens de gauche et gens de droite. Mais là, c'est pire, en fait. C'est-à-dire qu'on ne parle même plus à ceux qui ne pensent pas dans les milieux autorisés, comme disait Coluche. Donc, il y a quelque chose de très manichéen. Alors, moi, j'avais eu le malheur d'oser dire que le narratif sur la guerre en Ukraine, que russe ou virus, c'était un peu le même combat, et que on s'était raconté que le méchant, le mauvais objet étant à l'extérieur, nous, on était forcément les sauveurs, et qu'en fait, c'était quelque chose de très courant en psychologie. Ça s'appelle le triangle infernal, victime, bourreau, sauveur, avec l'incapacité de penser que parce que quelqu'un en face a des torts, celui dont on est l'ami est un enfant de cœur. Et ça, c'est très compliqué dans la pensée actuelle, en fait. On est très, très manichéen. C'est-à-dire que moi, l'impression que j'ai, c'est que la pensée humaine devient algorithmique et que l'homme s'identifie à l'intelligence artificielle, et c'est pas du tout l'intelligence artificielle qui essaye de se rapprocher de l'homme, c'est nous qui nous ratatinons vers le 0-1, pour ou contre. Et moi, je le vois dans la manière parfois dont les journalistes me posent des questions. Ils disent, vous êtes pour ou vous êtes contre? Et j'ai toujours envie de leur dire, mais ni l'un ni l'autre, bien au contraire. C'est-à-dire que la possibilité qu'il y ait une nuance devient de plus en plus difficile, en fait. Mais qui dit pas de nuance, dit pas d'imaginaire et dit pas de rencontre avec l'altérité, quand même.
Donc il y a une régression de la pensée très excluante et très clivante. Et donc il y a une régression il y a une régression par là même du lien affectif. On est dans une objectalisation des gens où les personnes deviennent très interchangeables. C'est-à-dire qu'en fait, avant, on cherchait des amis ou une amoureuse, et maintenant, en fait, on cherche des followers. Et non, mais non, mais moi, j'ai pas envie qu'on me suive, en fait. J'ai pas envie qu'on me suive, j'ai envie qu'on se rencontre. Donc, ça parle beaucoup, ces mots. On est dans une espèce de fusion-rejet où soit l'autre me complète et c'est mon doudou, soit je le ghost. Alors moi je trouve ça très angoissant. Je suis contente que ça vous fasse rire, mais en fait je trouve ça très angoissant. Cette régression du lien et ce que j'appelle une société d'adolescents, en fait, pour moi, elle est beaucoup liée à l'attaque répétée qu'il y a depuis très longtemps contre toute figure d'autorité, et notamment la figure paternelle. Pourquoi la figure paternelle ? Parce qu'en fait, le père, ça peut être le père symbolique. Il y a des femmes qui sont veuves et qui pourtant ont du masculin dans leur vie. Enfin, mais la figure du père, le père, c'est celui qui vient... Le père, le repère, en fait, c'est celui qui vient couper la fusion entre la mère et l'enfant, de sorte que, d'une part, l'enfant ait envie, par son manque à être et par ce vertige d'un moment de solitude, d'aller conquérir et maîtriser le monde extérieur et tisser d'autres liens. Et d'autre part, il permet à la mère de redevenir une femme. Et donc on nous a répété qu'en fait les pères on s'en foutait et qu'on n'en avait pas besoin. Ce qui pour moi est un suicide en fait. Parce que franchement, être toute puissante quand on est une femme, c'est très fatigant. Et ensuite, je pense qu'on prive, en fait, on ampute nos enfants d'une jambe et d'une porte vers le monde extérieur. Mais donc s'il n'y a plus de père, qu'il n'y a plus d'interdit et que tout est possible et que tout se vaut, l'enfant a un vertige. Parce que si tout est possible et qu'il n'y a rien au-dessus de ma tête derrière moi et à côté de moi sur quoi je puisse m'appuyer, je suis forcément tentée de faire n'importe quoi parce que je suis un être humain, donc j'ai de la pulsion de mort et j'ai de la destructivité en moi. Donc pas de père, pas de repère, c'est sympa, mais ça n'aide pas à ne pas décompenser. Donc je pense que ça a beaucoup participé à l'effondrement psychique de nos contemporains, et qu'il est toujours plus facile de se construire contre que de se construire sans. C'est toujours plus facile d'avoir un père à qui, le moment venu, on pourra signifier, peut-être en le vous voyant d'ailleurs, qu'il est un vieux con, mais du coup on pourra faire autre chose, que de se construire sur un vide, c'est-à-dire sur une figure paternelle absente ou disqualifiée par un langage pseudo-féministe. J'ai même pas envie de l'appeler féministe parce que parfois dans le féminisme il y a des combats qui sont très justes, mais c'est même pas du féminisme parce que pour la femme c'est un suicide de faire ça. Voilà, donc oui, il y a un effondrement psychique, je le disais samedi chez Mathieu Bock-Côté à CNews. On s'est éloigné des mécanismes névrotiques que sont l'humour, la sublimation, le refoulement et l'intellectualisation pour aller vers un déni des différences, une confusion des places, une confusion des genres, une confusion des générations, et une intolérance à la frustration sur des détails qui va de pair avec un renoncement, je trouve, sur l'essentiel, à savoir l'affect, le lien, la pensée et le répit. Et ça se traduit dans les symptômes collectifs, je trouve, ça se traduit par l'infantilisation du langage, l'infantilisation du marketing. Enfin, il y a vraiment des enseignes, on a l'impression qu'ils nous prennent pour des cons quand même quand ils nous parlent. Et puis, quelque chose que je trouve très significatif de la régression, dans le langage. Bon, alors je ne parle pas du stock lexical des jeunes, parce que là, l'éducation nationale a vraiment fait ce qu'a dit Brigelli, elle a vraiment fabriqué des crétins. Et pourtant, ils ne sont pas du tout crétins, nos gamins. Mais on fait tout pour qu'ils le deviennent.
il y a quand même un retour aux images. En fait, on est dans l'ère pré-mésopotamienne. Il y a un retour, le langage redevient des images. On s'envoie des émojis. Donc, ça se voit beaucoup dans les conduites de séduction. Avant, on posait des questions à l'autre. Alors, bon, avant encore, on lui jouait de la mandoline, mais on n'est pas obligé de retourner à cette époque. Maintenant, on lui envoie un émoji coucher de soleil. C'est très déconcertant. Et donc, pour moi, la perte du langage, c'est la perte des symboles. Et quand, dans le psychisme, l'imaginaire et le symbolique sont ratatinés, il ne reste plus que le réel, concret et factuel, et donc des êtres déprimés, parce qu'on ne rêve plus. Voilà. Donc, voilà le constat. Je suis désolée, là, je pense que je vous ai mis sous antidépresseur pour 6 mois. Et donc, moi, je me suis demandé comment on en était arrivé là. Et je pense qu'un élément très important, dont parle d'ailleurs Bernanos dans son ouvrage, dans l'ouvrage qui regroupe des conférences qu'il a fait après la guerre, La liberté, pourquoi faire. Je trouve que cet ouvrage est stupéfiant d'actualité en fait depuis la crise sanitaire. Il parle de l'envahissement de la société par la technologie. Et je pense qu'un des éléments de la régression psychique, ça a été la mainmise sur nos vies par la technologie, en parallèle d'une déspiritualisation. On a tué Dieu, ce qui fait qu'on est un petit peu dans la merde, parce qu'on a tellement déspiritualisé l'homme, on a tellement voulu se raconter qu'il n'avait des besoins que physiologiques, ce qui s'est traduit très concrètement par une modification du contenu des études des médecins. Donc autrefois, les gens qui nous soignaient avaient fait leurs humanités. Donc ils avaient une anthropologie. Ils connaissaient le sujet qu'ils soignaient. Aujourd'hui, ils connaissent des organes. Donc ils ne peuvent pas penser en fait l'être. Donc ils ne soignent pas l'être. Ils deviennent des utilisateurs de technologie. Ce qui fait que le lien soignant-soigné, sur lequel, on le sait, repose une grande partie de la guérison, est menacé. Et je crois qu'en fait, cette dimension sacrée, en voulant signifier à l'homme moderne qu'il n'en avait pas besoin, d'abord on lui ment, et puis on l'ampute de ses ressources. Parce que finalement, je crois que ce sont dans les valeurs non matérialistes qu'on va trouver, et qu'on a toujours trouvé, des ressources pour faire face à notre angoisse existentielle, à la mort, à la peur de la mort, à la peur de la solitude. Ça, j'en parle dans Se libérer de son moi toxique, d'ailleurs. J'explique que tous nos symptômes d'aujourd'hui sont liés aux 4 peurs qu'on n'a pas voulu penser, notamment la peur de la mort et la peur de la solitude et la peur du vide. Donc quand on s'ampute de notre dimension spirituelle, dans la mesure où l'éthologie, la neurologie, la psychologie ont montré, même la neurologie a montré qu'en fait l'être humain a besoin de croire. Donc si on lui raconte qu'il n'y a rien en dehors de la matière, comme il a toujours besoin de croire, il va déplacer son besoin et il va déifier autre chose. Donc il est prêt à avaler n'importe quoi. Donc il va se raconter qu'avec le transhumanisme, c'est bon, il ne va plus mourir, ou il va décider quand il meurt, etc., etc. Et on est vraiment en train d'aller dans ce délire psychotique du transhumanisme, hein. C'est-à-dire que là, on a carrément pété les plombs, quoi. On s'est pris pour Dieu, d'ailleurs. Il y a un ouvrage assez effrayant qui s'appelle Homo Deus de Hariri, où c'est bon, en fait, on n'a plus besoin des mères pour faire des bébés, on n'avait déjà plus besoin du père, donc on va faire des bébés d'élevage, et puis on va décider quand est-ce qu'on meurt, mais ça pose pas de problème, en fait, c'est le progrès. Alors moi, j'ai tendance à trouver qu'en ce moment, le progrès a toujours des couleurs assez glauques. Et puis je crois surtout que l'être humain, s'il n'a plus l'humilité de sa spiritualité, il est forcément pris de vertige et il va aller dans des comportements très autodestructeurs. L'augmentation des tentatives de suicide et des idées suicidaires pendant la crise Covid le montre. C'est-à-dire que quand on le réduit à ses besoins caloriques, l'être humain s'effondre. Est-ce que ça va ? Est-ce que vous voulez que je ralentisse ? Est-ce que vous voulez que j'accélère ? Est-ce que...
Voilà, donc je crois que ce refus de voir la mort, et je me rappelle l'avoir dit au tout début, en mars, quand on m'avait appelé sur un plateau télé à cause du confinement, j'avais dit le problème c'est que là, la situation arrive à une époque où on veut plus voir la mort, on a ôté la mort des villes, on veut pas entendre parler de la vulnérabilité, un antidépresseur, un analgésique et puis un coup d'amphétamine et c'est bon, je suis immortel. A priori, on va avoir un remède qui va être pire que le mal. Et effectivement, on a arrêté la vie pour éviter la mort. Parce qu'on a réussi à se raconter qu'on allait pouvoir triompher de la mort. Donc je crois que l'envahissement, enfin la déspiritualisation de l'être humain qui le désubjectivise et qui le coupe en fait de ses ressources intérieures, le rend extrêmement vulnérable à l'emprise de la technologie, des réseaux sociaux, du virtuel, qui sont devenus quand même une addiction collective complètement délirante, qui confisque. Et alors c'est marrant parce qu'à l'époque de Bernanos, il n'y avait pas Instagram, mais il avait compris que ça allait confisquer non pas seulement notre pensée, mais que ça allait confisquer jusqu'à notre désir d'être libre. Donc oui, le mode de vie occidental moderne a fabriqué beaucoup d'invertébrés psychiques. La déspiritualisation de la société se caractérise par le délitement des liens, tant personnels que collectifs. On le voit à l'école. Avant, il y avait un droit universel à l'instruction qui a été remplacé par une éducation nationale qui devient un lieu qui devient un puzzle fragmenté avec des communautarismes, un entrisme idéologique, j'en parlais avec Sophie Audugé d'SOS Éducation récemment, qui est très dangereux parce que d'abord ça n'a pas sa place et puis c'est un viol psychique des enfants de faire de l'idéologie à l'école. Et on fait ça exactement au même moment où on supprime la dissertation. Thèse, antithèse, synthèse. T'as plus le droit de faire d'antithèse. Tu fais thèse, thèse, thèse. Et donc je crois que cette déspiritualisation, quand je parle de déspiritualisation, je ne parle pas simplement d'une moindre pratique religieuse, où je crois qu'on peut être très vertical et très spirituel sans adhérer à un dogme religieux, mais la déspiritualisation, c'est cette perte des valeurs de transmission, de liberté, d'engagement, et cette perte du goût pour la vérité. C'est-à-dire qu'on a vachement envie d'être des autruches, en fait. La vérité, c'est pas du tout quelque chose qui intéresse la grande majorité des gens. Le besoin d'appartenance au groupe a largement pris le pas sur le besoin de s'appartenir, c'est-à-dire d'être en résonance avec sa vérité et sa perception. Donc renoncer à la vérité pour être, entre guillemets, du bon côté du manche, c'est vraiment ce qui s'est passé dans la crise sanitaire. Et c'est ce qui a permis une banalisation de la violence institutionnalisée sur les mineurs, puisque au nom de ce besoin d'appartenance versus un besoin d'être en vérité avec soi-même et aligné avec ses valeurs, on a tous collé des masques sur la tronche de nos enfants. Enfin, pas tous, mais nombre d'entre nous. Et on a permis, en fait, on a laissé d'autres adultes s'arroger, l'État en l'occurrence, la possibilité d'intruser l'intime et de nous prendre notre autorité parentale. Un État qui quand même a fait fi de l'intérêt supérieur de l'enfant, y compris à l'école. Et d'abord à l'école. Et c'est là que pour moi on est passé dans un système pervers puisque il y a eu une confusion des places. Et que l'école a cessé d'instruire, en fait. À ce moment-là, elle cesse d'instruire, c'est-à-dire qu'elle cesse d'offrir un cadre bienveillant et contenant à des enfants en construction identitaire. Un autre exemple de ça, c'est le management. Il y a beaucoup de burn-out. Alors, on me disait, mais je comprends pas, pourquoi il y a plein de burn-out? Les gens, ils sont chez eux, ils travaillent plus. D'accord. Alors, le burn-out n'est pas lié à la charge de travail. Le burn-out, il est lié à la perte de sens. Et en fait, on s'est retrouvé dans des systèmes où les gens, les choses qu'ils faisaient n'avaient plus de sens. Moi, je l'ai vécu quand j'étais à l'hôpital. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai quitté l'hôpital, parce que j'avais pas envie de faire un burn-out. Déjà, en 2007, 8, 9,
moi, en fait, j'étais même plus disponible pour les patients du service parce que j'étais obligée de m'occuper des soignants qui me disaient, mais nous, en fait, on a choisi ce métier pour soigner des gens. Alors, évidemment, on n'a pas le droit de leur parler parce que c'est une perte de temps. Mais en plus, on se retrouve avec des tâches administratives à l'appel et une interchangeabilité des services, c'est-à-dire qu'une infirmière psychiatrique, en fait, elle se retrouvait la semaine d'après en neurologie, voilà, donc une discontinuité, une fragmentation des liens en permanence. Et donc, il y a beaucoup de burn-out, parce que les gens sont à côté du sens, en fait. Ils sont pas là où ça faisait sens pour eux d'être. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de burn-out. Faut pas se tromper, c'est pas la charge de travail, c'est pas les gens ils vont plus travailler. C'est pas ça, c'est qu'en fait le travail a perdu son sens. Et je crois que à partir du moment où la majorité, on le voit bien quand on étalonne les tests en fait selon des courbes de Gauss, la majorité des personnalités ne sont plus des personnalités névrotiques, mais plutôt des personnalités narcissiques, voire pire. À partir du moment où ce type de personnalité capte les postes au sommet de la société, dans les entreprises, dans la politique, etc., c'est la problématique de l'exemplarité dans une famille. La pathologie, ça descend. C'est-à-dire que dans une famille où vos deux parents sont des pervers narcissiques, bah en fait, soit vous gardez un lien, une appartenance dont vous avez besoin à la famille en vous adaptant et donc vous devenez PN, soit vous restez normal et vous perdez l'appartenance au groupe et donc vous êtes marginalisé. Et donc on est dans un système pervers où en gros il faut qu'on dise à nos enfants, si tu veux boucler des fins de mois, il va falloir que tu fasses un job qui n'a absolument aucun sens et aucun intérêt. Et si tu veux faire ta vocation et faire un travail qui a du sens, ah bah tu pourras pas nourrir ta femme et tes enfants. Donc c'est très compliqué pour les parents parce qu'on se retrouve dans un système pervers, c'est-à-dire un système fait d'injonctions paradoxales. Et ça, je pense qu'encore une fois, c'est très lié à la technicisation, à la bureaucratisation de la vie, qui attaque en permanence en fait la singularité et surtout les places de chacun, puisque les personnes sont interchangeables. Et plus l'État nous dit quoi faire, quoi penser, quoi manger, plus on développe le bénéfice secondaire d'être libéré de soi, de se déresponsabiliser, pardon, et de se dire bah c'est bon, on pense à ma place. Vous ajoutez à ça des difficultés économiques qui font que les parents sont épuisés et ils n'ont plus de temps en fait pour parler à leur enfant et pour transmettre à leur enfant. Parce que les valeurs, ça se transmet qu'en passant du temps avec ses enfants et en prenant le temps de les regarder. Alors, il le dit très bien, Bernanos, il le dit beaucoup mieux que moi, il dit « Consommateur et contribuable, l'individu occidental actuel est désubjectivé ». Et je pense qu'il y a eu un glissement pendant la crise sanitaire, en fait. On a continué à penser que les médecins étaient dans la science et en fait, on n'a pas vu qu'ils n'étaient pas dans la science. Enfin, ils n'étaient pas dans la raison, ils étaient dans la technique. Sauf que la raison, elle est guidée par un discernement. La technique, elle est guidée par un commerce. Donc on n'est plus dans le même mindset. Et le médecin de famille qui discernait et qui proposait quelque chose, il était guidé par une éthique et par une connaissance de l'humain, alors que le technicien, il s'en fout de son objet, il s'en fout de son sujet, il est formé à des techniques et il applique la technique. Donc on est prêt à déformer l'humain pour qu'il rentre dans le projet technique. Et c'est pas tant la technique qui est un problème, parce que tous les outils peuvent être pervertis. Le problème, c'est évidemment les conflits d'intérêts qu'il y a derrière. C'est-à-dire qui détient, c'est pas qui fabrique l'objet technique le problème. C'est pas le mec qui fabrique un ordinateur. C'est qui détient ça. Et je pense que, selon moi, ça a été possible parce que avant le psychotrauma du Covid, il y avait eu le psychotrauma de la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense que les populations ont tellement voulu, ont été tellement traumatisées et se sont tellement dit il ne faut pas qu'il y ait un retour des dictatures, il ne faut pas qu'il y ait un retour du fascisme. On ne veut plus du Mussolini, on ne veut plus d'Hitler, on ne veut plus de Franco, on ne veut plus de Staline. La démocratie a triomphé. Que finalement, l'illusion technologique, elle a pris, parce que ces cerveaux traumatisés se sont dit la technique c'est neutre idéologiquement. La technique ne fera jamais autant de mal qu'Hitler. Or, la technique est en train de déshumaniser notre civilisation. Et notre civilisation, qui était l'enveloppe dans laquelle l'être humain était protégé de ses pulsions de destruction
par la sublimation de la culture, par les valeurs communes. Elle est en train de se... Pour moi, notre civilisation souffre d'une pathologie quasi suicidaire. C'est-à-dire qu'elle est en train de se retourner contre elle-même par la technique et par la perte des valeurs. Et je pense que l'aboutissement de ça, c'est l'intelligence artificielle. Moi, je ne supporte pas ce mot. Parce que pour moi, l'intelligence artificielle, elle est complètement artificielle, mais elle n'est pas intelligente. Quand on voit... Vous avez entendu parler du chat GPT ? Oui. Je ne sais pas si on peut faire plus pervers en termes de mensonges vis-à-vis des personnes qui sont en âge d'apprendre. On est en train de leur dire, tu n'as pas besoin d'apprendre, tu n'as pas besoin de mémoriser, tu n'as même pas besoin de savoir construire une phrase. Tu poses une question et en temps réel, l'ordinateur va penser pour toi. Sauf que si vous faites un pas de plus, derrière l'ordinateur, il y a des gens. Il y a des gens qui ont rentré des données. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que le chat GPT, il a été mis en place, on a arrêté son entraînement juste avant la crise sanitaire. Et donc, quand vous lui posez la question, j'ai fait le test, que se passerait-il en cas de pandémie ? Alors, il vous répond, je ne suis pas habilité à répondre à ce genre de questions, mais l'on pourrait penser qu'il y aurait des mesures de type confinement qui seraient prises un peu partout dans le monde. C'est fou, t'as tiré les cartes. Donc, je pense que c'est un grand piège, l'intelligence artificielle, et que l'identification de l'être à la technique est en train de vraiment tuer sa capacité à penser et à élaborer. Et que là, on n'est pas du tout dans un progrès, on est vraiment dans un obscurantisme en fait, et une fermeture de l'esprit qui, moi, m'inquiète beaucoup. Parce qu'en fait, on pense que la technique est idéologiquement neutre, mais évidemment, elle ne l'est pas. Et en plus de ça, l'être humain est en train de se perdre dans une espèce de fuite en avant, dans une course effrénée à l'illusion que la technologie va le sauver de tout et qu'il est tout puissant, sans voir qu'en fait c'est le mythe de Sisyphe, et que plus il est accroché à ces technologies et plus il est dépendant de ces technologies, et plus en fait lui-même est fragile, et moins il développe ses propres ressources, et plus il est impuissant. Et quand on voit qu'il y a des gens aux États-Unis aujourd'hui qui vivent en étant enfermés chez eux toute la semaine, ils n'ont pas besoin de sortir parce qu'ils sont en télétravail, qu'ensuite ils chattent avec des filles et qui seront livrés de la bouffe, on se dit quand même que dans l'évolution, l'être humain est devenu bipède et il est en train de redevenir couché. Couché, merci. Voilà. Donc ça, je pense que c'est un point très important pour expliquer l'effondrement psychique. C'est cette déspiritualisation de l'homme, cette déverticalisation et ce déni du besoin des liens affectifs. En fait, quand vous faites une expérience en éthologie avec des petits singes, et vous mettez un petit singe dans une cage avec un biberon au bout d'un fil de fer, et dans une autre cage, vous mettez un petit singe avec une maman femelle, enfin avec une femelle, donc pleine de poils, chaude, douce, câline, mais pas de nourriture. Le petit singe qui a un biberon ne prend pas de poids. Il fait une dépression anaclitique, une dépression sans objet, et il se laisse mourir. Et le petit singe qui n'a pas à manger mais qui a des câlins, il tient. Il dépérit pas tout de suite. Donc il faut se rappeler qu'on est des mammifères et que sans lien affectif, on ne peut pas survivre. D'ailleurs, les enfants qui ont des carences affectives présentent des échecs scolaires et ont des troubles de l'apprentissage, puisqu'en fait, sans tendresse, ni le système immunitaire, ni le système cognitif ne se développent. Le malaise dans la civilisation, pour moi, repose donc sur cette rupture entre l'homme et sa dimension sacrée et affective, qui sont par conséquent un boulevard pour les addictions, les passages à l'acte et les autres illusions de tous ordres. Alors ça se traduit comment dans la clinique ? Ça se traduit par, comme je le disais, une augmentation des idées suicidaires, une augmentation des addictions, une augmentation des passages à l'acte violent, une augmentation du recours à la pornographie, une destruction du rapport au corps de nos jeunes
à qui on raconte que la pornographie est la sexualité, alors que je le répète, la pornographie est l'anti-érotisme absolu. Et je crois que la vie affective est passée au broyeur d'un mode de vie axé sur le concret et sur le matériel, où finalement on a un espèce de pseudo-altruisme très gnangnan qui vient masquer la peur de la vraie rencontre avec soi-même et avec l'autre. Et les jeunes, en fait, ils sont tous dans des relations un peu gémellaires, ils sont copains, ils sont dans la friend zone, ils savent pas ce qu'ils sont, parce qu'ils ont plus assez confiance en eux pour affronter la peur qu'on a à 20 ans, qui est la peur du râteau. Ils n'arrivent plus à se draguer, ils n'arrivent plus à se séduire, ils n'arrivent plus à être clairs, en fait. Ils n'arrivent plus à être dans la pulsion de vie, qui est une pulsion érotique au sens large. Voilà, et donc c'est là que je pense que notre civilisation risque une impasse, parce qu'elle est supposée protéger l'homme et lui offrir une inclusion réciproque de cadres qui vont de l'éthique à la loi, de la justice à la police, de la police à l'école, de l'école à la famille, et dans la famille, le père et la mère, qui sont au-dessus des enfants et qui ne sont pas les potes des enfants. Et comme on a cassé tous ces verrous, il y a évidemment, quand vous enlevez toutes les vertèbres, la personne, elle tombe par terre. Donc il y a un risque d'impasse civilisationnelle si on ne se prend pas tous en main. Mais voilà, il y a un après. Hein. Là, c'est pas cool, mais je pense qu'il y a de l'espoir. Et au-delà de ce mauvais virage anthropologique et de la destruction des cadres, je crois qu'il y a une attaque de la pensée dont il faut parler, notamment dans l'éducation nationale. Il y a cette intrusion de l'État, masquée d'ailleurs par le recours à la technologie, et ça c'est assez redoutable. Et puis il y a l'absence de rite de passage à l'âge adulte. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant le dernier rite de passage à l'âge adulte, en fait, c'est le permis de conduire. Et comme on n'a plus le droit d'avoir de voiture, il faudrait réinventer des rites de passage à l'âge adulte. Enfin, l'enfant est fier quand on instaure un rite. Les enfants sont très fiers quand il y a des rituels. Bravo, tu as réussi à mettre ton pantalon tout seul. Bravo. Les rituels sont extrêmement importants. Et puis il y a le rejet quand même de nos racines chrétiennes, c'est-à-dire que je sais pas ce que... Enfin, une démocratie technocratique, c'est un petit peu un non-sens, alors que je pense qu'une démocratie chrétienne, c'est quelque chose qui fait sens. Parce que ça permet de s'engager. Et ça permet de s'engager, ça permet à la fois de s'engager, tout en se dégageant de la masse grégaire et uniformisée qui veut tout gommer, en fait. Je pense que la grande erreur sémantique qu'on a faite, parce que dans les systèmes pervers, il y a des glissements sémantiques, et on a bien vu comme on faisait des glissements sémantiques pendant toute la crise. Quand on demandait aux étudiants de se sacrifier, on leur disait « allez, faites un effort ». Donc il y avait tout le temps, en fait, on employait des termes martiaux pour quelque chose qui était de l'ordre de la santé. Enfin, il y avait tout le temps des glissements sémantiques. Et un des glissements sémantiques qu'on a fait, c'est qu'on a voulu redéfinir la liberté humaine comme l'absence de contrainte. Mais la liberté humaine, c'est pas l'absence de contrainte, ça c'est une définition très adolescente. C'est au contraire l'effort de choisir dans ma vie des contraintes qui font sens. C'est ça l'autonomie, en fait. Donc je pense que le fantasme de l'individu auto-engendré, dans la psychopathologie clinique, ça peut être les moments d'anorexie où la personne a le fantasme de s'auto-engendrer comme cadavre parce qu'elle ne supporte pas sa filiation et qu'elle est dans un rapport destructeur à ses parents. Ça peut être la transidentité, ce refus en fait de la réalité biologique qui exprime un terrible mal-être, mais que encore une fois, on prend complètement à l'envers. Parce que, en fait, on inscrit dans le marbre, en leur disant d'aller se faire opérer, un mal-être qui a besoin d'être entendu. Donc, en fait, on passe à l'acte. Sur le corps de ces enfants, quelque chose qui relève du mal-être pubertaire, parfaitement normal, mais aussi de l'emprise idéologique, parce qu'aujourd'hui, la quantité de jeunes qui se posent la question de changer de sexe ne correspond pas à la réalité clinique de l'incongruence entre mon corps et le genre qui m'a été assigné, parce que ça, c'est quelque chose qui se vit entre un an et demi et 3 ans, chez très peu de personnes. Donc ça concerne une toute petite minorité, de tout temps et dans toutes les sociétés. Donc quand on me dit que y a 10%, 15%, 20% d'ados qui veulent changer de sexe, c'est pas vrai, c'est du bourrage de crâne. Ils sont mal dans leur peau, mais en fait, c'est des adolescents. Donc, je sais pas à quel moment on a oublié la notion d'adolescence, en fait. C'est-à-dire que c'est pas un enfant et c'est pas un adulte. Donc, c'est chiant d'être adolescent, faut s'en rappeler. La puberté, c'est horrible. Donc, ils ont besoin qu'on les entende, ils ont besoin qu'on les accompagne, ils ont besoin qu'on leur dise que ça va passer, ils ont besoin qu'on leur dise que c'est pas cool d'être une adolescente, mais que c'est chouette de devenir une femme.
Et je crois que c'est le mythe de Sisyphe, parce qu'on veut tellement trafiquer les conditions de l'existence humaine qu'en fait on perd tout notre temps à ne pas créer à partir des limites qui nous sont imposées. On fait des économies d'énergie. C'est important, les petits gestes. Et je crois que ce refus d'accepter notre relative impuissance finalement nous prive de la possibilité de découvrir notre puissance. Parce que si je veux être une monade toute puissante, j'irai plus jamais vers l'autre. C'est dans notre manque à être en fait qu'on va vers l'autre et qu'on va vers la création notamment artistique. Donc je pense que un des problèmes qui va avec l'absence de cadre structurant, le fait de péter tous les cadres, c'est aussi que s'il n'y a plus de bien et de mal, moi je veux bien, mais s'il n'y a plus de bien et de mal et qu'il suffit d'être bon communicant pour faire passer le mal pour le bien et inversement, nos enfants vont pas être aidés parce qu'ils vont être extrêmement manipulables. Et ils sont extrêmement manipulables. C'est-à-dire que les parents qui ont tenu pendant la crise, par rapport à ce rouleau compresseur de culpabilisation et d'infantilisation où les enfants étaient ultra responsabilisés et les adultes ultra infantilisés, ils le disent en fait, il fallait tout le temps reprendre avec les enfants, reprendre les mots, reprendre les conséquences, parce qu'on était en train d'abîmer, de mettre dans leur tête une vision mélancolique, donc pathologique, du corps, l'idée que le corps ne peut pas fonctionner par lui-même, l'idée qu'ils vont être coupables d'homicide sur leurs grands-parents, enfin on a entendu des trucs comme ça. C'est l'enfant qui tue sa grand-mère. Non, c'est le virus et la vieillesse. Donc je pense que faut faire très attention quand on veut casser tous les cadres et dire que c'est super d'avoir le droit de tout faire. Le problème, c'est que comme on n'est pas Dieu, on ne va pas avoir que des bonnes idées. Et surtout qu'on va rendre nos enfants extrêmement poreux, et on le voit d'ailleurs dans les dérives sectaires, à n'importe quel bon communicant qui passe et qui appuie sur les zones sensibles à cet âge et qui leur vend des illusions. Alors je vais m'approcher de la conclusion en citant Bernanos qui dit « La technique peut exterminer l'humanité, mais elle peut aussi la dégrader au point qu'elle ne mérite plus le nom de raisonnable. » Et c'est exactement ce qu'on voit avec les réseaux sociaux, où des générations entières, pardonnez-moi, deviennent débiles à force d'être addicts à leurs écrans. Si vous doutez de mon propos, comparez les dessins d'un enfant de 5 ans qui ne regarde quasiment pas la télévision, enfin 15 minutes par jour, et les dessins d'un enfant qui regarde des écrans, donc téléphone plus tablette. Oui, parce que quand on fait des conférences là-dessus, c'est intéressant de demander aux parents combien ils ont d'écrans chez eux. Et eux, ils se disent, ils ne regardent pas d'écran puisqu'ils ne regardent pas la télé. Mais il y a 12 smartphones dans la maison et 4 tablettes, enfin, ou l'inverse. Et les enfants qui sont avec des écrans, qui désynchronisent complètement les hormones cérébrales, qui les hypnotisent, etc., qui les coupent de leur corps, ils ont un retard au niveau du graphisme. Et en fait, le bonhomme, le dessin du bonhomme n'est pas du tout aussi évolué. C'est-à-dire qu'il reste beaucoup plus longtemps dans le bonhomme tétard, avec la difficulté à faire un corps, une jambe, une tête, pardon, un corps et des jambes. J'ai plus toute la mienne de tête. Voilà, donc je crois que tout ce qui s'auto-appose aujourd'hui l'étiquette de progrès doit nous faire un pas de côté et nous poser la question de savoir si c'est pas marqué par le délire de toute puissance, qu'il s'agisse de l'euthanasie, des bébés d'élevage, du chat GPT ou du changement de sexe. Puisque finalement l'hubris se décline depuis les Lumières sous la forme du progrès. Et je crois que depuis la théorie de l'homme rousseauiste, qui pour moi est un pur déni du mal, c'est-à-dire que si l'homme est vierge à la naissance, alors ça veut dire que le mal n'existe pas. Et ça, pour moi qui suis psychologue, c'est très énervant, parce qu'à chaque fois qu'il y a un serial killer quelque part, on m'appelle à la télé, on me dit « Vous pouvez venir nous donner son profil psychiatrique ?» Et en fait, j'ai envie de leur dire « Mais moi, je ne peux pas vous consoler de tout. » On n'a pas toujours la consolation, c'est d'ailleurs le propos de l'antimère, on n'a pas toujours la consolation de la psychiatrie face au mal.
Et je crois qu'on va devoir sortir du déni du mal. Le mal existe. Alors, il y a des malades mentaux qui commettent des actes abominables. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas l'excuse de la psychiatrie et qui font dans leur libre arbitre le choix du mal. Et on prive l'homme de sa liberté quand on est dans le déni du mal. Voilà. Je ne sais pas pourquoi... Ah si, je sais pourquoi. Je me suis mise à parler de l'homme déconstruit. Je pense que cette dérive, d'ailleurs, totalitaire de vouloir absolument déconstruire les hommes, ça fait partie ça fait partie de la perversion actuelle, parce que la perversion se masque toujours, s'enveloppe toujours de sentimentalisme et de bien-pensance, mais que quand on arrive à un tel niveau de méconnaissance de l'être humain, là, pour le coup, on est dans la pure expression de la pulsion de mort. C'est-à-dire que la seule chose qu'on nous propose aujourd'hui pour venger les femmes de quelques abus machistes il y a 150 ans, c'est de castrer les hommes. Ça ne va pas nous rendre service. Et je pense, au contraire de Sandrine Rousseau, qu'on a besoin d'hommes beaucoup plus construits et beaucoup plus verticaux, et qui ne voient pas du tout la violence comme quelque chose de viril, d'ailleurs. Donc je pense, alors je ne pense pas qu'elle méconnaisse les besoins humains dans son cas, je pense qu'elle est extrêmement cynique, mais nos enfants qui entendent ce genre de discours ne comprennent pas n'entendent plus que si a priori il y a deux genres sur Terre, comme la nature n'est pas crétine, c'est qu'on a des compétences complémentaires et qu'il n'y a pas de concurrence entre le pouvoir du masculin et le pouvoir du féminin. Il y a une complémentarité. Le pouvoir du féminin, il est dans l'unicité et l'intériorité, et le pouvoir du masculin, il est dans la dialectisation, dans la dualité, dans l'extériorité, et on a besoin les uns des autres. Et donc je crois qu'il va falloir dire à Sandrine Rousseau que tous ces mecs déconstruits en trottinette, qui nous envoient des selfies avec un bonnet et un gobelet Starbucks à la main, ne nous rendent pas heureuses. Et qu'il y a des hommes très très bien construits qui sont capables de descendre une poubelle, donc on n'a pas besoin d'appeler la police non plus. Ça existe. Voilà, je crois que toutes ces idéologies conduisent à maintenir l'homme dans un état d'infantilisation et dans un état d'adolescence perpétuelle qui est très inquiétant et très destructeur. Maintenant, je pense qu'on peut s'en sortir, enfin, à 21h15. Je crois qu'on peut s'en sortir en cultivant... Alors moi, je ne crois pas aux utopies collectives. De toute façon, j'ai choisi un métier de la subjectivité, pas du tout un métier... Enfin, voilà, je ne suis pas dans l'engagement politique, je suis vraiment dans l'intériorité de la personne qui est en face de moi. Sortir du déni du mal, c'est la première chose. Donc, utiliser la psychologie à bon escient, parce que ma discipline est parfois utilisée à très mauvais escient ou avec la mauvaise anthropologie, je crois. Il faut qu'on ose réinvestir le lien affectif. Qu'on ait à nouveau l'audace, en fait, d'aimer et pas seulement d'être dans une vision utilitariste du lien. Je crois que c'est important de travailler aussi à éclairer nos peurs, parce que plus on va éclairer nos peurs, moins on va être vulnérable à la manipulation idéologique. Et puis retrouver le goût de la vérité et de la liberté, comme disait encore Bernanos, l'homme moderne raisonne mais ne pense plus. Et je trouve que c'est très vrai cette phrase. Il raisonne parfois à vide en fait. Voilà. Et puis peut-être lutter un peu contre la tendance au confort qui nous menace souvent via Internet, via tout un tas d'objets, de faire l'économie de l'effort et de l'effort de penser et de l'effort d'imaginer surtout nos solutions à nous. Parce qu'il y a des choses qui nous sont imposées, mais on a en fait énormément de solutions à l'échelle personnelle qu'on peut mettre en place. Et les parents... dont les enfants allaient mal, je leur disais, mais attendez, vous avez toujours la capacité d'être drôle, vous avez toujours la capacité de lui faire du sport, vous avez toujours la capacité de dédramatiser, vous avez toujours la capacité de lui donner de la tendresse. Et je crois qu'il ne faut pas se laisser paralyser par ce qu'on nous raconte à l'extérieur. Il faut se reconnecter à tout ce qu'on est capable de faire, nous, déjà. Voilà. Merci beaucoup.
Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.